Alors, il y a effectivement dans la vie publique des indices de libéralisme dans l'air. C'est-à-dire que cette idéologie que l'on peine à définir, mais qui existe néanmoins, je reviendrai sur sa définition dans un instant, nous voyons dans l'espace public de plus en plus de gens qui critiquent l'étatisme, qui critiquent le surendettement, qui critiquent une société surbureaucratisée. Donc, il y a un créneau libéral qui se dégage et on le voit aussi avec la multiplication des candidats ou des figures qui s'en réclament d'une manière ou de l'autre. La candidature de David Lisnard est évidemment le premier signe, c'est-à-dire David Lisnard croit possible d'occuper un créneau libéral. Jusqu'où peut-il le pousser? Nous verrons. Mais il arrive en brandissant clairement l'étendard du libéralisme dans cette présidentielle. David Lisnard, qui, je le précise, n'est pas un libéral gaga. C'est-à-dire, on n'est pas dans un libéral qui dit qu'il suffirait que le marché régule tout pour que tout aille bien. Il a le sens de l'ordre, de la civilisation, de la propriété. Il est en guerre contre le wokisme. Donc, c'est une pensée qui ne s'épuise pas dans une version caricaturale du libéralisme, mais son fanion, c'est le libéralisme. Guillaume Kasbarian, l'ancien ministre, qui a lancé son parti, le Parti de la liberté. Lui, il se veut le Milei français. Alors, faut dire, ils veulent tous quelque chose aujourd'hui. Ils ont tous la tronçonneuse. Oui, je pense que M. Ciotti avait plutôt la déchiqueteuse. Mais bon, d'une manière ou de l'autre, on déchiquette ou on tronçonne, mais on fait ce qu'on peut. M. Kasbarian, lui, c'est le Parti de la liberté, donc au singulier. Il ajoute à cela un engagement net pour une cause vraiment importante, je pense, c'est la lutte contre le squat, c'est-à-dire cette négation militante du droit de propriété. Kasbarian dit c'est insensé qu'il soit possible de s'emparer du bien d'autrui, et plus encore quand il s'agit d'associations militantes qui organisent le squat parce qu'elles sont philosophiquement hostiles au droit de propriété. Donc Kasbarian existe là-dedans. Autre facteur, alors je rends hommage parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Édouard Balladur a 97 ans aujourd'hui. Et on se demande, moi j'entends ça de plus en plus souvent, des gens qui en 95 ont voté Chirac parce que Chirac c'était l'aventure, alors que de l'autre côté c'était le libéralisme orléaniste bourgeois. Eh bien on se demande quelquefois que se serait-il passé si Balladur l'avait emporté plutôt que Chirac. Et combien sont-ils aujourd'hui à se dire finalement, est-ce que la France n'a pas manqué une occasion importante à ce moment? Chirac qui était finalement un homme de droite par le style et l'apparence, mais pas par les convictions, alors qu'Édouard Balladur incarnait aussi ce libéralisme conservateur d'ordre. Alors, je ne reviendrai pas éternellement sur Balladur, mais mentionner que le retour de son nom dans l'espace public témoigne d'une nostalgie légitime. Le retour d'Alain Madelin, parmi les commentateurs les plus appréciés des Français sur les plateaux télé. Alors, Madelin, c'est la tendance libérale optimiste. Mais il est intéressant, Madelin, parce que c'est quelqu'un qui a voulu faire... C'est une forme de pré-David Lisnard. Il a voulu dégager un espace en 2002 sur le créneau libéral. Il a été vaincu, mais il a témoigné de la persistance de cette tradition. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui vers cette espèce de moment libéral français? Il y a un contexte international qui est favorable, assurément. Un peu partout en Occident, et j'y reviendrai dans un instant, on constate à quel point nous vivons dans des sociétés suradministrées, des sociétés surendettées, des sociétés écrasées par la dette, des sociétés dominées par les bureaucrates et les technocrates. Et devant tout cela, il y a une exaspération du commun des mortels qui a l'impression de se faire vampiriser à temps plein par le corps bureaucratique, qui est une forme de corps étranger qui vide la société de ses forces. Mais... puis j'ajoute une chose, il y a aussi évidemment des éléments comme Milei et ainsi de suite. Donc, un peu partout, on voit des partis qui revendiquent le libéralisme ou même le libertarianisme quelquefois. Pourtant, c'est très étonnant, en France, dans le discours public dominant, j'entends par là le service public financé par l'argent des Français, mais pas que, on entend l'idée que la France serait un pays hyper-libéral, ultra-libéral, néolibéral, maxi-libéral, giga-libéral, crocro-libéral. C'est-à-dire un pays qui serait absolument libéral dans un pays où 58% des dépenses publiques, le PIB, dis-je, c'est 58% de dépenses publiques. C'est quand même immense. Qu'est-ce qui peut amener les Français à croire aujourd'hui qu'ils vivent dans un pays ultra-libéral alors qu'ils vivent dans le pays qui a le plus poussé le socialisme en Occident? Alors, l'explication générale, pourquoi on nous dit que les Français sont réfractaires au libéralisme, on l'entend souvent, l'explication, ça consiste à dire que c'est l'État qui a construit la France, que la France sans l'État n'existerait pas, donc les Français auraient un rapport particulier, sensible à l'État. Mais ce à quoi il faut répondre tout de suite, on se calme les enfants.
Quand on pense à l'État version Louis XIV, quand on pense à l'État même napoléonien, quand on pense à l'État version général de Gaulle, on ne pense pas à l'État socialiste mitterrandien qui domine depuis 40 ans. Il y a une forme de vol de mémoire de la part des socialistes et des étatistes qui s'emparent de la mémoire longue de l'État en France pour justifier un étatisme malade, conquérant, abusif, intrusif, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'histoire longue de la France qui nous conduit aujourd'hui à l'allergie au libéralisme, c'est une histoire beaucoup plus récente. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut revenir à l'après-guerre avec l'espèce de coup de force sur la société civile, sur l'édition, sur la vie de l'esprit, sur la vie intellectuelle, sur la vie médiatique, qu'opéraient alors les communistes. Alors vous me direz, le communisme, bon ça y est, je sors les mots pour faire peur aux enfants, mais le fait est qu'après la guerre, le Parti communiste français, aux ordres de Moscou à l'époque, le Parti communiste français s'empare véritablement de tout l'appareil culturel en France, avec le consentement, soit dit en passant, d'une partie des gaullistes, ne l'oublions pas. Donc, il va y avoir une colonisation de la société française par un imaginaire communiste, et le fait est que plusieurs des verrous qui dominent la France encore aujourd'hui nous viennent de cette époque. Pour la petite histoire, n'oubliez pas que au début des années 50, le poujadisme, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est une insurrection des commerçants et des indépendants et de tous ceux qui vivent de leur travail plutôt que de l'argent public contre cet étatisme croissant. Pour le plaisir de le rappeler, soit dit en passant, bon, évidemment, avec De Gaulle, il y a eu un moment libéral en 58, mais ça va durer une décennie pour l'essentiel. Vous noterez en 2000, Maurice Druon, un nom qu'on a un peu oublié aujourd'hui, l'ancien secrétaire général, secrétaire perpétuel de l'Académie française, avait écrit « La France aux ordres d'un cadavre ». Et c'était quoi son cadavre? On est en 2000. Il dit « Le communisme d'après-guerre domine encore nos mentalités ». Plusieurs personnes dénoncent aujourd'hui le socialisme mental qui commanderait les esprits en France. Franz-Olivier Gisbert a publié il y a quelques semaines « La France est-elle un pays communiste ?» Alors, ce que je note, c'est que tout le monde constate qu'il y a un tel encrassement bureaucratique aujourd'hui, une telle kleptocratie, une telle capacité à dérober le fruit des Français pour alimenter la classe bureaucratique qu'il y a une vraie lassitude. Et par ailleurs, pourtant, à droite, le mot libéralisme a mauvaise réputation. J'ai une amie que je ne nommerai pas, mais qui est sur cette antenne, et qui, globalement, quand on parle, elle est hostile aux impôts trop élevés, même si elle s'en fout un peu. Elle est hostile à la bureaucratie. Elle est hostile aux lois liberticides. Elle est favorable à l'école libre, dis-je, à l'école libre. Et pourtant, à la fin de tout cela, elle ne se veut pas libérale. Parce que qu'est-ce que c'est le mot libéral? C'est un mot plastique, un mot aujourd'hui on peut lui donner n'importe quelle signification. Et il est vrai qu'aujourd'hui, au nom du libéralisme, on justifie la dictature progressiste de la technostructure européiste. On justifie le faux état de droit qui, dans les faits, piétine la démocratie. On justifie aujourd'hui l'oligarchie, la surbureaucratie. Donc le mot libéralisme aujourd'hui, trop souvent en France, sert à dire le contraire de ce qu'il veut dire historiquement. Je comprends que plusieurs s'en détournent. Mathieu Bocoté, la pensée libérale a pourtant trouvé des partisans assez combatifs ces dernières décennies. Les a-t-on oubliés en quelque sorte? Il y a une tradition qu'il faut retrouver. Moi, vous savez, quand on veut mener un combat politique intelligent, il ne faut jamais avoir la sotte idée de croire qu'on est le premier à le porter. Quand on veut porter un combat politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rappeler la mémoire longue qui nous anime. De ce point de vue, dès l'après-guerre, Bertrand de Jouvenel, qui a vu un passé plus complexe, j'en conviens, Bertrand de Jouvenel écrit, juste au lendemain de l'après-guerre, du pouvoir. Du pouvoir, et il voit comment le pouvoir, on est autour de 48, je pense, 47, peut-être un peu dans ces années-là, il montre comment le pouvoir dans les sociétés modernes s'empare de tous les domaines de l'existence. À quoi penserait-il aujourd'hui? Il y a des revues, contrepoints, commentaires qui ont porté l'étendard du libéralisme. Le Club de l'horloge, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, dans les années 70 et 80, se veut national-libéral. Dans les années 80 aussi, Louis Powell porte un libéralisme de combat. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Trop souvent, le libéralisme est une doctrine à prétention aristocratique. C'est-à-dire qu'il regarde les masses avec beaucoup de méfiance. Or, Louis Powell, dans le Figaro magazine des années 80, disait le libéralisme est une doctrine de combat et on ne doit pas consentir, en fait, à être une forme de doctrine de privilégié aristocratique. Ça doit être une doctrine populaire. Jean-François Revel, qui a mené bataille contre le socialisme et l'étatisme au temps de la guerre froide et qui, après la guerre froide, lui aussi, s'inquiétait du socialisme mental qui domine encore la France. Certains économistes, Pascal Salin, Christian Saint-Étienne, d'une autre école, cela dit, des gens aujourd'hui, plus récemment, Mathieu Laine, Guy Sormand, des gens, Guy Sormand, c'est un peu les années 80, des gens qui ont fait un travail aussi de réanimation d'une culture des libertés. Mathieu Laine, pendant la crise COVID, a publié un papier en nous mettant en garde contre la tentation de l'État nounou, de l'infantilisation. Et là, vous voyez, le libéralisme, c'est pas simplement une lubie économique, c'est contre l'État nounou qui vous infantilise en prétendant vous aider.
Il y a aussi Charles Gave et l'équipe de l'Institut des libertés qui portent aujourd'hui ce libéralisme insurgé, insurrectionnel, virulent et nécessaire, qui nous rappelle une chose, c'est que le libéralisme n'est pas qu'une doctrine flottante dans le ciel des idées. C'est aussi l'occasion de critiquer cette espèce d'appareil technocratique qui a colonisé l'ensemble de la société et qui a transféré tant et tant de pouvoir qui devrait revenir aux individus, aux communautés et aux familles, à un appareil, une expertocratie qui se veut qui ne se dit pas militante, qui se veut scientifique, mais qui, dans les faits, soumet notre société à un travail on pourrait dire, de rééducation à temps plein. Par ailleurs, je le rappelle, le libéralisme n'est intéressant que s'il vient avec un trait d'union. Vous savez, le libéralisme de ceux qui sont des adorateurs fous du marché, c'est plus ou moins intéressant. Le libéralisme vient avec un trait d'union. Donc, la tradition, la culture, la mémoire, le patriotisme de civilisation, l'histoire, l'identité, et tout ça forme une politique de civilisation dont le libéralisme est l'expression la plus sophistiquée. Alors, si ce nouveau ou renouveau libéral est véritable, autour de quels enjeux devrait-il s'articuler, Mathieu Bock-Côté? Alors, il faut voir à quel point, je reviens sur ça, nos sociétés n'ont jamais été aussi administrées. Qu'on se comprenne bien, nos sociétés sont des sociétés d'économie planifiée. Voyez la part prise par l'État dans les dépenses, dans l'organisation de l'économie. Voyez le rôle que veut se donner l'État dans tant et tant de domaines. Donc, il faut d'abord nommer correctement la situation. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés suradministrées, écrasées par la technostructure, qui considèrent que l'initiative privée est une initiative résiduelle qui ne doit pas avoir trop de place. Donc, si on a le bon diagnostic au début, on peut se dire ensuite quels sont les créneaux. La révolte antifiscale, évidemment, contre les charges sociales, les impôts. Le thème du consentement à l'impôt revient, vous l'aurez noté. La défense du droit de propriété, au sens large. Mais aussi, ça doit aller au-delà de ça. La lutte pour le désendettement, évidemment, mais contre ce que j'ai appelé la société suradministrée, le remplacement du bon sens par des normes produites par l'administration, la défense de la société civile, la défense de l'école libre, la défense de la liberté d'expression la plus complète. Je sais qu'une nouvelle loi Yadan est en préparation, qui a comme objectif notamment de condamner à l'inéligibilité ceux qui ont été condamnés pour propos à incitation à la haine raciale. Quand on voit la définition qu'on met dans de telles condamnations aujourd'hui, on cherche à bannir juridiquement l'opposition nationale dans ce pays au nom, et des gens qui prétendent se dire libéraux veulent aujourd'hui condamner les gens à l'inexistence civique parce qu'ils auront mal pensé. Mais un dernier point, cela dit, donc vous savez, c'est un programme plus large. Mais un dernier point, vous noterez que si le libéralisme renaît, la tentation ou l'hypothèse communiste renaît aussi. C'est quand même étonnant qu'un parti comme LFI ait un tel poids dans notre société aujourd'hui. LFI, c'est pas un parti de gauche ordinaire, c'est un parti révolutionnaire. C'est un parti de révolutionnaires professionnels. Ça s'inscrit dans une autre histoire, une histoire où Lénine a un rôle à jouer, où Trotsky a un rôle à jouer, et tout ça existe encore aujourd'hui. Et regardez la fascination qu'exerce Mamdani aux États-Unis. Mamdani qui se revendique du socialisme à sa manière, qui est par ailleurs dans une logique qui flirte avec le racisme anti-blanc. Ben, ça aussi, ça fait partie des enjeux qui marquent l'époque.